Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Chevalier, qui est maître de conférence au Collège de France, rattaché à la chaire. Il va nous parler de la réception du pragmatisme en France. Cher Jean-Marie, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce dont je vais parler, c'est de la façon dont le pragmatisme américain, puisque c'est une philosophie américaine à l'origine, a été reçu en France en posant d'abord la question de savoir s'il y a deux pragmatismes, et en gros ce sera la ligne de conduite de mon exposé, puisque c'est comme ça que ça a été reçu en France. Il y a eu véritablement toute une variété de pragmatismes qui ont été identifiés, plus ou moins intéressants, plus ou moins solides philosophiquement. Il me semble que malgré tout, il y a une fracture assez nette entre deux formes de pragmatisme, et donc c'est ce que je vais essayer de mettre en évidence. Alors la thèse selon laquelle il existerait deux pragmatismes n'a rien d'original. Elle est développée notamment dans un livre de Mounce qui s'appelle justement « Les deux pragmatismes ». Le sous-titre, c'est « De Peirce à Rorty ». En gros, les deux pragmatismes qu'il distingue sont d'une part celui de Peirce et d'autre part un courant qui irait de Dewey à Rorty. Alors il est vrai que dès l'origine, on constate un dualisme puisqu'il y a deux mots pour désigner cette philosophie. Le pragmaticisme étant le nouveau nom du pragmatisme que Peirce a donné à son propre mouvement pour le distinguer de celui de William James. On a parlé, Madame Tiercelin a parlé dans les séances précédentes d'un pragmatisme qui serait réformateur et un pragmatisme révolutionnaire. Ce sont les termes de Susan Haack dans un article célèbre de 1993. Alors là, il ne s'agit pas d'une différence entre Peirce et William James. Susan Haack montre bien que le pragmatisme réformateur, c'est-à-dire qui reprend l'épistémologie, notamment l'épistémologie fondationaliste, mais sans complètement s'en débarrasser, ce pragmatisme court de Peirce à James, tandis que le pragmatisme révolutionnaire, qui lui essaie de saper les fondements, eh bien, est plus spécifique à Rorty véritablement. On peut se demander donc s'il existe deux formes de pragmatisme, quels critères de séparation les opposent, ou trouver quelque chose comme un véritable critère de distinction, peut-être dans l'usage de la logique, et en fait ce sera, je vous le dis dès maintenant, ce sera plus ou moins ma conclusion. C'est ce que montre Pietarinen dans un article de 2008. Peut-être dans la distinction entre deux maximes pragmatiques. C'est une suggestion qui est faite très tôt, en fait, je l'ai mentionnée ici parce qu'elle est intéressante, elle date de 1910, dans un article de Vernon Lee, qui s'appelle « The Two Pragmatisms ». Et ce qui est intéressant, juste pour l'anecdote, c'est que Vernon Lee n'est autre que Violet Paget, c'est-à-dire une féministe, une femme britannique qui a vécu en Italie presque toute sa vie et qui avait utilisé ce pseudonyme pour faire un peu de logique et de la philosophie. Et il se trouve qu'elle s'était complètement brouillée avec William James et qu'elle montre qu'il y a un bon pragmatisme qui est celui de Peirce, un mauvais qui est la maxime pragmatiste de William James, mais que ça n'a absolument rien à voir avec sa brouille avec William James, bien entendu. Il y a eu des critères assez fantaisistes au cours de l'histoire. Par exemple, je mentionne celui de René Berthelot qui dit qu'il y a un pragmatisme d'extrême droite et puis un pragmatisme de gauche. Alors on ne sait pas très bien qui est où, parce que Lalande reprend la distinction. Alors tantôt Peirce est à droite, tantôt il est à gauche, on ne sait pas très bien. En tout cas, on peut établir une liste assez stable, quel que soit le critère. On aurait d'un côté une filiation qui partirait de Peirce, et puis qui irait jusqu'à Putnam, peut-être, en passant par Vailati, C.I. Lewis, Ramsay, voire Wittgenstein, etc. Et puis des gens beaucoup plus récents. Susanna, que je mentionnais tout à l'heure, est un petit peu, ou s'appelle elle-même la petite fille de Peirce, il me semble, ou on l'appelle la petite fille de Peirce.
Et puis, comme il y a cette double naissance du pragmatisme, il y aurait un autre filon qui serait celui de William James, qui lui-même se revendique comme ancêtre de John Stuart Mill, qui n'a jamais dit qu'il était pragmatiste et qui, s'il l'était, le serait de manière très lointaine. Et puis, après James, F.C.S. Schiller, John Dewey, qui est parfois plus peircien que jamesien, ça dépend de l'époque aussi, etc., pour finir avec Rorty. Alors, j'ai cherché sur Google ce que ça évoque, les deux pragmatismes. Alors, il y a une manière de la comprendre qui est assez triviale, qui n'est pas la nôtre, bien sûr. La nôtre, c'est celle de la distinction, pour le moment, entre Peirce et William James. Le couple étrange, the odd couple, en fait, c'est une expression qui est plutôt attribuée traditionnellement à James et Dewey, mais c'est vrai qu'eux deux étaient aussi d'extrêmement bons amis, et malgré tout, ils divergeaient sur un certain nombre de choses, tout en croyant parfois être d'accord. Alors, je m'en remets pour savoir exactement comment on percevait le pragmatisme en France au milieu du XXe siècle à Réginald Garrigou-Lagrange. C'est dommage que son nom soit coupé parce qu'il est quand même assez savoureux. Son visage l'est aussi. Et il nous dit, donc en 1951, que faut-il entendre par pragmatisme? Ce fut d'abord à la fin du siècle dernier en Angleterre la doctrine de M. Charles S. Peirce. Alors c'est une faute qui est très souvent commise. Peirce était américain, on le prend souvent pour un anglais. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, en fait, c'est très facile, c'est parce que souvent les gens ne lisaient pas les philosophes, et donc c'était une espèce de doxa de seconde main qui accumulait les erreurs. Peirce, qui pour débarrasser la philosophie du psittacisme et de la logomachie, alors c'est aussi des termes qui sont assez récurrents, ça vient de la lecture de Lalande, en fait, qui a employé ces termes-là le premier, et comme après lui, personne ne lisait Peirce, mais tout le monde lisait Lalande, eh bien on a répété justement dans une forme de psittacisme. Peirce, donc, qui a cherché un critère précis pour distinguer les formules creuses et les formules vraiment significatives. Il propose de prendre pour critère les effets pratiques imaginables que nous attribuons à tel objet. On a rapproché ce critère de cette remarque de Descartes. On rencontre beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant des affaires qui lui importent et dont l'événement le doit punir bientôt après s'il a mal jugé, que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet. Alors, ce qui est un peu amusant, un peu ironique, c'est que justement, Peirce a développé cette conception contre Descartes et contre ce que faisait Descartes, les spéculations, et en l'occurrence le doute radical hyperbolique, dans son cabinet, le doute de cabinet. Cette forme de pragmatisme, qui vise encore beaucoup à l'objectivité de la connaissance, fut aussi celle de Vailati et de Calderoni. Ici, Réginald Garrigou-Lagrange nous rappelle que le pragmatisme italien a été reçu en France assez facilement et peut-être même aussi bien, voire mieux, que le pragmatisme américain. Et Garrigou-Lagrange nous dit ensuite, mais ensuite, avec William James, le pragmatisme devint une forme de subjectivisme, et vrai, ce qui réussit. Entre ces deux pragmatismes extrêmes se placent beaucoup de nuances. Donc il y a à la fois l'idée qu'il y a deux pragmatismes et qu'il y a une grande quantité de pragmatisme. Meyer disait qu'il y a autant de pragmatisme que de pragmatistes. Lovejoy avait distingué 13 pragmatismes à son époque, etc. Donc on admet à la fois qu'il y a deux grandes tendances et puis qu'il y a beaucoup de chambres qui s'ouvrent le long du corridor, comme dit un pragmatiste italien. Alors, je vais vous parler de la réception donc, du pragmatisme en France. D'abord, montrer l'attachement que la France a eu pour le pragmatisme, la love story du pragmatisme en France. C'est quelque chose qui était préparé par une sorte de proto-pragmatisme, un pragmatisme avant le pragmatisme. Et puis William James a beaucoup courtisé les Français, Bergson, Fouillé, Boutroux, etc. On peut se demander dans quelle mesure la France n'a pas été une belle infidèle, dans quelle mesure elle n'a pas trahi le pragmatisme. Dans une deuxième partie,
je parlerai de Peirce et les Français. Là, ce n'est pas tellement une love story, c'est plutôt un amour déçu. Peirce a été un Américain à Paris assez déçu, il a perdu ses illusions, il a quand même eu quelques amourettes dont je parlerai. Et puis, j'espère, dans une troisième partie, montrer que la France, qui est un peu comme Pénélope, c'est-à-dire qui a eu des prétendants, James, Peirce, sont venus la courtiser, qui a toujours fait et défait et refait le pragmatisme qu'elle considérait être le bon à travers un certain nombre d'auteurs et en fonction des contextes socio-politiques. Eh bien, la France, donc, qui est un peu comme Pénélope, a dû choisir entre James et Peirce, et que ce choix se fonde sur un certain nombre ou plutôt c'est adresser un certain nombre de questions philosophiques. Et donc c'est ici où j'essaierai de montrer les lignes de fracture concernant la continuité, l'approche logique contre l'approche psychologique de la continuité, concernant également l'indéterminisme, la querelle de l'indéterminisme, et puis dans tout cela le statut de l'action et de la maxime pragmatique par rapport à la pratique et à l'action. Voilà, donc je vais commencer en vous parlant de cette histoire d'amour, la love story du pragmatisme en France. La France qui était peut-être un cœur à prendre avant que le pragmatisme ne débarque, puisqu'il y avait déjà quelque chose comme les prémices d'une théorie de l'action, en l'occurrence ce proto-pragmatisme, comme on pourrait l'appeler, porté sur les notions d'effort et d'habitude. Le philosophe de l'effort en France au XIXe siècle, c'est Mène de Biran, qui a quelques accents qu'on pourrait dire pragmatistes en un sens large. Je cite les nouveaux essais d'anthropologie. Si Descartes crut poser le premier principe de toute science, la première vérité évidente par elle-même en disant « je pense donc je suis », chose ou substance pensante, nous dirons mieux d'une manière plus déterminée, et cette fois avec l'évidence irrécusable du sens intime, « j'agis, je veux ou je pense l'action, donc je me sais cause, donc je suis ou j'existe réellement à titre de cause ou de force ». Donc il y a cette expérience intime de l'effort qui est non seulement preuve de l'existence, mais surtout preuve de l'existence de la possibilité, de la réalité, de la liberté, pour Mène de Biran. Cette philosophie se développe chez l'élève de Mène de Biran, Ravesson, en devenant une philosophie de l'habitude, titre d'un de ses ouvrages les plus connus, qui était au début un article et qui a été republié sous forme d'ouvrage à la fin du XIXe siècle. Et puis, ça se développe jusqu'à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé souvent le pragmatisme bergsonien, qui n'est donc pas un pragmatisme influencé par le pragmatisme américain, j'y reviendrai, mais une forme de philosophie de l'action qu'on trouve dès Matière et Mémoire, donc en 1896, assez tôt. Bergson nous dit par exemple « L'analyse psychologique doit se repérer sans cesse sur le caractère utilitaire de nos fonctions mentales, essentiellement tournées vers l'action. Les objets qui entourent mon corps réfléchissent l'action possible de mon corps sur eux. L'essence de l'idée générale, en effet, est de se mouvoir sans cesse entre la sphère de l'action et celle de la mémoire pure. » Tout ça, ça vient de Matière et Mémoire. Alors, le cœur à prendre, c'est aussi celui de Maurice Blondel, qui est véritablement le père du pragmatisme au sens littéral, puisqu'il employait ce mot qui était en fait dans l'usage courant, qui s'employait en France avant qu'il y ait véritablement une philosophie pragmatiste, peut-être à quelques années près. Et donc, Blondel s'était dit qu'il serait assez judicieux d'employer ce mot pour qualifier sa philosophie de l'action. Alors, ça ne fait pas de lui un pragmatiste au sens du pragmatisme américain, et vous voyez qu'il dit « Je proteste énergiquement contre le pragmatisme des anglo-saxons, dont je n'admets aucunement l'anti-intellectualisme et l'empirisme immanentisme ». Alors, c'est assez intéressant, assez étonnant que cette protestation contre l'anti-intellectualisme vienne de quelqu'un qui était un penseur chrétien, spiritualiste et qui appartenait au courant moderniste. Alors j'ai un petit problème avec
mon PowerPoint. J'espère que vous pourrez lire quand même. Il explique la genèse du mot. Je me suis proposé à moi-même le nom de pragmatisme en 1888, donc très tôt. Et j'ai eu la conscience nette de le forger, n'ayant jamais rencontré ce mot qui, depuis quelques années, était employé en Angleterre, etc. Et il explique qu'il a choisi le mot pragmatisme en réfléchissant bien au mot, à la différence entre les mots praxis, pragma et poiesis. Donc il y a une origine plutôt aristotélicienne qui est assumée, qui est réfléchie, tandis que dans le pragmatisme américain, Peirce dit que le mot pragmatisme vient bien sûr aussi de la différence entre praxein et puis l'état pragmata, les choses qu'il faut faire, mais sur un arrière-fond plus kantien, l'idée du pragmatique chez Kant. Là, on avait une citation de Lalande qui dit effectivement que le pragmatisme de Blondel et celui de Peirce sont deux fleuves parallèles qui ne se rejoignent qu'à leur embouchure. Alors peut-être effectivement qu'il y a une apologétique qui rejoint celle qu'on a tirée du pragmatisme anglo-américain, mais ce sont quand même des philosophies extrêmement différentes. Alors, sur la base de telles attentes, de tels espoirs de la philosophie française de trouver une philosophie de l'action digne de ce nom, eh bien James est apparu comme l'homme providentiel et a vécu en France le parfait amour. Comme le dit Jaime Nubiola, la France a été pour lui la porte dorée pour l'introduction de James en Europe. James, simplement pour souligner l'importance de la reconnaissance qu'il a eue en France, a été fait membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est quelque chose d'assez énorme. Il y était en tant que membre étranger, correspondant étranger. Et il se comporte en France un peu comme le gendre idéal. Il est assez... disons qu'il est plein de bons sentiments pour tout le monde, bien que par ailleurs, dans des textes qu'on peut lire maintenant, mais qui n'étaient sans doute pas accessibles à l'époque, il reproche le manque de sympathie du caractère français, ou encore il critique Paris comme étant un endroit très ennuyeux. Mais il ne s'est tout de même pas plaint auprès de ses amitiés françaises, à commencer par Bergson. Ça a été le véritable coup de foudre entre Bergson à gauche et William James à droite. Ils se sont rencontrés après avoir correspondu depuis 1902. Ils se sont rencontrés le 28 mai 1905 et Bergson raconte « Je crois bien que nous nous dîmes bonjour, mais ce fut tout. Il y eut quelques instants de silence et tout de suite il me demanda comment j'envisageais le problème religieux. » C'est magnifique. C'est plein de... C'est de l'amour, mais c'est de l'amour platonique en même temps. On sent que ce sera une relation tout à fait intellectuelle. Alors Bergson dit de James que c'est un philosophe dont je ne dirai jamais assez combien je l'aime et je l'admire. Et il renvoie à la notion d'amitié chez Aristote. Aristote disait qu'à côté des amitiés éphémères, il en est une seule qui dure, c'est celle que soutient une réciprocité d'estime ou d'admiration et qui est fondée sur une communauté de vertus. Nulle définition ne conviendrait mieux à l'amitié franco-américaine. Et il pense probablement à l'amitié qu'il éprouvait pour William James. Quant à William James, il ne tarit pas d'éloges pour son ami Henri Bergson. Il écrit à Bergson en lui disant à propos de Matière et Mémoire que c'est l'œuvre d'un génie absolu et que cela opère une sorte de révolution copernicienne autant que le fil à critique de la raison pure. Ou encore, un peu plus tard, il lui dit « Oh, mon Bergson, vous êtes un magicien ». C'est une correspondance enflammée. Et votre bouc est une merveille, un véritable prodige dans l'histoire de la philosophie. Donc, j'allais dire asinum fricat, ce serait assez déplacé, mais disons qu'ils ne tarissent pas d'éloges l'un pour l'autre. Voilà. Alors, un point important, c'est qu'il n'y a pas eu d'influence ni de Bergson sur James, ni de James sur Bergson, du moins c'est ce qu'ils affirment l'un et l'autre. Et je pense que les historiens de la philosophie sont relativement d'accord. Ils voient cela, tous les deux l'interprètent comme une convergence, une confirmation par chacun des thèses de l'autre.
ou par l'autre des thèses de chacun. Par exemple, le stream of consciousness fait écho à la durée réelle de Bergson, et voilà, ils ont trouvé ça tous les deux indépendamment. C'est donc que c'est vrai. Alors, Bergson, néanmoins, insiste sur, tout en soulignant les convergences, il insiste aussi sur non pas des accords, mais sur une origine différente de leur position. Bergson part de l'analyse mathématico-physique du temps, c'est vrai, tandis que James a une position plus psychologique. Du moins, alors c'est vrai, et puis c'est comme ça qu'il est lu en plus. Il est surtout connu comme psychologue, et c'est ensuite qu'il développe une philosophie empirique et pluraliste. Autrement dit, James a élargi la psychologie en philosophie, tandis que Bergson est parti de l'analyse philosophique des concepts pour arriver à du flou, à du fuyant, et cela s'est avéré du psychologique. Ou encore, pour citer Bergson, M. William James n'a pas voulu exposer et n'a déclaré prendre à son compte qu'une certaine théorie des concepts et de la place que l'intelligence occupe dans l'ensemble de la réalité. Donc il n'a pas voulu exposer qu'une certaine théorie des concepts. Sur tout cela, il a dit exactement ce que je pense, je voudrais seulement l'avoir aussi bien dit. Alors, alors ça ne s'affiche pas, je voulais simplement, là on a simplement William James, je voulais souligner la parution récente d'un livre dirigé par Stéphane Madel-Rieu, qui fait le point sur la relation donc, entre Bergson, la relation intellectuelle entre Bergson et James. Alors, deuxième rapport entre James et un philosophe français sur lequel je vais m'attarder peut-être un peu plus, parce qu'il est moins connu, c'est le rapport entre James et Fouillé, que j'ai qualifié d'amour vache. Car effectivement, il y a une certaine admiration, mais elle n'est pas dénuée de critique. Alfred Fouillé était un parfait contemporain de Peirce, comme vous le voyez. Peirce est né en 1839, mort en 1914. Là, c'est 1838-1912. Alfred Fouillé n'est aujourd'hui plus très connu, plus très lu, mais il était connu à l'époque pour sa trilogie des idées-forces, évolutionnisme des idées-forces, morale des idées-forces et psychologie des idées-forces. Et quelle est cette théorie des idées-forces ? Eh bien, c'est que tout état de conscience est idée en tant qu'enveloppant un discernement quelconque, et il est force en tant qu'enveloppant une préférence quelconque, si bien que toute force psychique est en dernière analyse un vouloir. C'est-à-dire que penser quelque chose, eh bien, c'est déjà un embryon de volition, c'est le poser, c'est le juger au sens cartésien, où quand on juge, eh bien, on affirme de toute sa volonté, on fait donc acte d'une force psychique. La tendance qu'a l'idée d'une action à la produire montre que l'idée est déjà l'action elle-même sous une forme plus faible. L'idée est déjà l'action, c'est quelque chose qui relèverait aussi de cette espèce de proto-pragmatisme à la française. Alors, Fouillé a reconnu explicitement, c'est ça qui fait son intérêt pour nous, que c'était quelque chose qui était tout à fait consonant avec le pragmatisme, du moins avec ce qu'il appelle le pragmatisme psychologique, ce qui est vraisemblablement celui de William James, qui part du même principe que la théorie des idées-forces, dit-il donc, dans un article qui est néanmoins intitulé « La néo-sophistique pragmatiste ». On voit qu'il est quand même assez réticent envers cette philosophie. À propos de Dewey, en particulier, il dit que Dewey montre expressément que les idées deviennent des forces pratiques en tant qu'elles ont la fonction et le pouvoir de produire des changements dans les existences antérieures. Et donc les pragmatismes ont bien raison d'insister sur les idées pratiques et praticables. Nous sentons pour agir, nous pensons pour réaliser, nous nous représentons le monde actuel pour en créer un nouveau. Donc ça, ce sont des choses avec lesquelles Fouillé est assez d'accord. Néanmoins, ces vérités, eh bien, le pragmatisme les a gonflées jusqu'à en faire des erreurs. Je cite, « Que nos idées produisent toujours des effets, qui peuvent ensuite devenir pour nous des fins,
que nous soyons toujours actifs dans la connaissance, c'est ce que nous avons soutenu nous-mêmes, bien avant les pragmatistes. Mais il n'en résulte nullement que toute la valeur de nos idées et de nos connaissances, surtout en philosophie, consiste dans les résultats qu'elles produisent, et non dans leur concordance intrinsèque avec les choses elles-mêmes révélées à nous par l'expérience. Donc en fait, ici, Fouillé distingue deux choses. D'une part, l'importance de l'action et la capacité des idées à engendrer l'action, ce qui est, en un sens humble, une thèse très banale. La capacité des idées à engendrer l'action, c'est quelque chose qu'on ne conteste pas. Simplement, l'idée plus forte là-dessous, c'est que dans l'élément psychique, conceptuel, existe déjà une part volitive, volitionnelle. Donc, ce que Fouillé dit, c'est qu'il faut distinguer entre cette idée-là et puis la théorie de la vérité comme étant simplement, la théorie selon laquelle ne vaudrait que ce qui est utile, qui est quelque chose de différent. Et donc, ce qui vaut pour Fouillé, eh bien, c'est de manière tout à fait traditionnelle la vérité, c'est-à-dire la concordance entre les choses et nos discours, nos propositions. Alors, le débat entre Fouillé et James, ou entre un certain nombre de psychologues anglo-américains et un certain nombre de psychologues et de philosophes français, pour être plus exact, va se cristalliser autour de la notion d'effort, du sentiment d'effort. Pour Fouillé, le but, l'idée finale de tout cela, dans l'idée d'idée-force, justement, c'est de prouver la liberté. C'est quelque chose qui émane de Mendes-Biran, de Ravesson. C'est l'idée que nous avons un sens, une intuition de cette force qui est en nous et que cette intuition de la capacité d'agir, eh bien, c'est l'intuition de la liberté. Alors, ce débat entre James et Fouillé se cristallise notamment en 1890, lorsque paraissent à la fois l'évolutionnisme des idées-forces et puis les Principles of Psychology de James, son œuvre majeure de psychologue. Alors, dans l'évolutionnisme des idées-forces, Fouillé critique la théorie de l'émotion de James, la théorie James-Lange, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les changements corporels suivent directement la perception du fait déclencheur, et l'idée donc selon laquelle notre sensation de ces mêmes changements, tels qu'ils arrivent, est l'émotion. C'est l'idée de James selon laquelle, pour le dire de manière très rapide et un peu brutale, nous ne pleurons pas parce que nous sommes tristes, mais nous sommes tristes parce que nous pleurons, c'est-à-dire que nous percevons un effet corporel, et cet effet corporel, la perception de cet effet corporel n'est rien d'autre que l'émotion ressentie. Donc pour Fouillé, c'est une critique tout à fait traditionnelle, eh bien James renverse l'ordre réel. Il est coupable de matérialisme puisqu'il fait tout reposer sur les sensations corporelles et sur les réactions du corps, tout en dénigrant par ailleurs le matérialisme au nom de son spiritualisme pragmatiste. Donc James ne serait pas cohérent, ce qui pose un véritable problème, la question du rattachement de cette théorie des émotions de James avec le pragmatisme. À cette époque, James, ça tombe bien parce qu'il est surtout connu comme psychologue du sentiment de l'effort. Il était, dès les essais sur les données immédiates de la conscience, en 1889, Bergson le citait sans du tout le connaître, à part justement pour ses travaux sur le sentiment de l'effort, donc pour ses travaux notamment sur les émotions. Et donc pour James, eh bien, l'idée c'est que le sentiment de l'effort n'est pas quelque chose qui viendrait antérieurement à la contraction musculaire, et en particulier l'émotion, qui est un cas particulier. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait antérieurement dans l'esprit à la contraction musculaire, mais c'est quelque chose qui n'existe que dans l'action. Par exemple, il n'y a pas quelque chose qui est la peur que j'éprouve quand un ours arrive face à moi, puis
ensuite le fait que je me mets à détaler ou à trembler, mais il y a quelque chose qui est l'envie de partir subitement, la course, ou alors les tremblements du corps, et la perception de cet état, de cette réaction corporelle en moi, c'est ça la peur, ou c'est ça la panique. L'idée donc, c'est qu'il n'y a pas besoin de présupposer une espèce d'antériorité de la conscience, une espèce d'être qui serait difficile à percevoir et dont l'introspection est extrêmement délicate et en fait inutile. Il se trouve que Renouvier a rejoint James sur ce point, contre Fouillé, parce que son kantisme leibnizianisé l'empêche d'admettre qu'il puisse exister une preuve a posteriori de la liberté qui serait ce sentiment, cette intuition de la liberté. Alors, voici ce que James déclare sur les articles, sur un article en particulier de Fouillé sur l'effort. Monsieur Fouillé, dans un article que je trouve plus intéressant et inspirant que cohérent ou concluant, semble résoudre notre sentiment de l'activité dans celui de notre existence même en tant qu'entité pensante. C'est du moins ainsi que je traduis ces paroles. Mais nous avons vu dans le chapitre 10 des principes de psychologie qu'il est bien difficile de vérifier avec évidence et de toucher du doigt le processus de pensée comme tel. C'est-à-dire qu'il est extrêmement présomptueux de dire qu'il y a quelque chose antérieurement aux sensations corporelles et de dire précisément de quoi il retourne dans cette espèce d'intériorité mythique. Donc, il est bien difficile de le distinguer de certains objets du courant de conscience. Monsieur Fouillé admet cela. Monsieur Fouillé admet bien qu'il est difficile, qu'il ne faut pas, disons, supposer d'entité superflue dans la conscience, et donc, fin du syllogisme, donc il devrait se ranger à ma position et accepter la théorie de l'émotion jamésienne. Néanmoins, l'histoire finit bien parce que William James et Fouillé s'accordent en fait sur la conclusion qui est celle de Fouillé, que l'on peut expérimenter la liberté, le sentiment de sa propre liberté, cet intime sentiment de supériorité. Ah pardon. Donc James est critique. Cet intime sentiment de supériorité sur tous ses adversaires donne à Fouillé sa fougue et ajoute à sa vivacité, sans aucun doute augmente énormément l'efficacité de son écrit sur l'esprit du lecteur moyen, mais cela le rend aussi négligent et susceptible d'aller trop loin. Mais malgré cela, ce jugement un petit peu sévère, eh bien, nous voyons dans les écrits de Renouvier, Fouillé et Delboeuf, qui était un psychologue belge, combien la forme de toutes les vieilles disputes est complètement changée et rafraîchie. Et en l'occurrence, ces vieilles disputes portent sur le libre arbitre, et donc James reconnaît l'intérêt et la validité de la conclusion de Fouillé, qui est l'expérience d'un sentiment de la liberté. Alors, j'ai parlé du pragmatisme avant le pragmatisme, de James en France, James avec les Français, en particulier avec Bergson et avec Fouillé, mais on peut se demander dans quelle mesure les Français ont véritablement lu avec attention et compris diligemment le pragmatisme, soit celui de James, soit celui de Peirce. Dans quelle mesure la France n'a pas été une belle infidèle, c'est-à-dire à accepter le pragmatisme pour le trahir et pour le faire rentrer un peu dans ses cadres à elle. La photo, c'est celle de John Shook, qui est un spécialiste de cette question de la réception du pragmatisme en France et de toutes les variétés de pragmatisme français qui ont pu être déclinées. Alors, les critiques du pragmatisme que j'épargne, que je passe très rapidement parce qu'elles sont aussi nombreuses que lassantes et répétitives, c'est que le pragmatisme, c'est une affaire d'Américains qui ont le sens justement du business, des affaires, c'est de l'affairisme. C'est une philosophie de Yankees, voilà, qui ne pense qu'à leur utilité pratique.
Ce à quoi Bergson a une réponse assez intéressante en montrant que justement James est tout sauf un utilitariste et que ce qui prédomine dans sa philosophie, c'est tout au contraire l'idée de spiritualité, c'est la hauteur de vue, de même, et c'est l'idéalisme, comme dans l'Amérique en général, et que l'Amérique, une fois qu'on écarte un peu les préjugés sur les banquiers, eh bien, c'est quand même un peuple qui s'est construit de manière tout à fait autour d'idéaux, disons, et c'est ce qui est prouvé, selon lui, notamment par l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, où ils n'avaient absolument rien à gagner, simplement des idéaux à défendre. Le pragmatisme serait donc un affairisme, mais aussi un animalisme. On retourne à l'état de bête. C'est un sourd-muet aveugle qui gesticule. Ça fait partie des reproches qu'on fait au pragmatisme. Il est, selon Jean Bourdeau, contre le rationalisme. Le pragmatisme, c'est de l'anti-intellectualisme mystique. On peut très bien dire le contraire aussi. C'est ce qu'ont fait les Français. George Tyrrell, dans Notre attitude, comprendre l'attitude des chrétiens en face du pragmatisme, eh bien, le pragmatisme pousse des attaques contre la foi, donc il faut se protéger de cette philosophie de mécréant. Ou encore, pour René Berthelot, qui écrit sur le pragmatisme de Nietzsche, eh bien, ce qui fait l'unité du pragmatisme, c'est son hostilité à la vérité. Il n'y a que des perspectives. Nous inventons nous-mêmes nos propres vérités. Ça, ce sont des critiques contre le pragmatisme. On peut aussi, les Français le font, des Français le font, revendiquer le pragmatisme. C'est le cas d'Édouard Leroy, qui entend le pragmatisme au sens du conventionnalisme de Duhem ou de Poincaré, c'est-à-dire que nous pouvons adopter les théories qui sont les plus commodes pour nous. Édouard Leroy est par ailleurs un moderniste aussi, c'est-à-dire un philosophe catholique qui était engagé dans la modernisation de l'Église. Un de ces interprètes du pragmatisme qui est particulièrement intéressant, c'est Georges Sorel, qui a écrit en 1921, qui a publié en 1921 De l'utilité du pragmatisme. C'est un des rares auteurs à parler de manière un peu précoce de Peirce. Il dit que Charles Peirce avait, en 1878, engagé ses lecteurs à déserter les chapelles où l'on célèbre les mystères des abstractions pour étendre une ardente curiosité sur le vaste domaine de la variété concrète. C'est une lecture de Peirce de très loin, où il y voit une espèce d'anticlérical. Georges Sorel était par ailleurs un des introducteurs du marxisme en France, donc ce n'est pas très étonnant qu'il fasse cet usage-là du pragmatisme. Et pour l'anecdote, aussi bien Lénine que Mussolini sont allés l'écouter parler du pragmatisme dans la boutique des cahiers de Charles Péguy, rue de la Sorbonne, si bien qu'il y a une espèce d'origine peircienne dans les conférences de Georges Sorel, à la fois au fascisme et au communisme léniniste. C'est une origine de tous les maux du monde du XXe siècle. Alors, Sorel, poursuivant donc sa lecture de Peirce un peu distordue malgré tout, dit « Il me paraît extrêmement vraisemblable que c'est à Charles Peirce qu'Édouard Leroy a emprunté le principe de son interprétation des dogmes. Ceux-ci imposeraient aux fidèles des règles strictes de conduite, mais laisseraient à chacun une très grande liberté pour se faire une représentation intellectuelle des choses. Quelques interprétations anciennes seraient seulement écartées par les anathèmes des conciles. » Alors c'est assez sportif en fait de trouver cette interprétation-là dans Peirce, et en fait Georges Sorel arrive à tirer ça de Peirce à partir du texte sur la transsubstantiation dont Madame Tiercelin avait parlé, où en gros la question est de savoir si ça fait une différence de dire que d'être protestant ou catholique et de dire qu'il y a présence réelle du corps du Christ ou non dans l'hostie. Quelles sont les conséquences pratiques de cette différence? S'il n'y en a pas, eh bien, c'est que finalement, ça ne fait pas de différence. Voilà, donc Georges Sorel extrait ce point tout à fait ponctuel, ce point tout à fait marginal
pour en faire un plaidoyer pour la liberté dans l'Église. Et il dit « Apprendre pragmatiquement le pragmatisme, ce n'est donc point disserter sur une dogmatique, c'est se familiariser avec certaines manières de diriger son esprit. » En 1899, sans avoir lu l'article de Charles Peirce, j'étais arrivé à cette conclusion. Conclusion suffisamment floue pour qu'en effet on puisse y arriver sans Peirce. Alors justement, Peirce et les Français, c'est-à-dire un peu plus précisément comment le pragmatisme de Peirce a-t-il été reçu, comment Peirce lui-même en fait a-t-il été reçu en France. Alors Peirce était un francophile tout à fait sincère. On sait qu'il avait travaillé avec un sommelier dans le Bordelais pour distinguer pour affiner son palais en fait dans son travail de psychologue sur les petites perceptions, de même qu'il travaillait avec des rubans de couleurs très nuancées pour aiguiser son œil. Eh bien, il buvait du vin pour aiguiser sa philosophie. Il était francophone, on pense qu'il parlait très bien le français, même s'il y a quelques exemples qui montrent qu'il avait du mal avec le subjonctif. C'est pas grave. Il était probablement marié à une Française, peut-être du nom de Juliette Annette Froissy ou Pourtalais. Il y a tout un mystère autour de cette femme qui était une affabulatrice quant à ses origines, qui était peut-être russe, peut-être gitane, mais bon, probablement française malgré tout, donc on peut imaginer qu'ils parlaient français entre eux. Quoi qu'il en soit, Peirce a fréquenté la France. Je vous ai mis une petite liste d'hôtels, peut-être un petit guide qu'il nous donne d'hôtels à Narbonne, Marseille, Pau, Chambéry. L'hôtel à Chambéry est seulement tolérable, mais il ne faut pas oublier de boire la chartreuse là-bas. Alors en fait, pourquoi Peirce est-il allé en Europe et en France? Eh bien pour des raisons professionnelles, puisqu'il était ingénieur au Coast and Geodesic Survey, et donc il faisait osciller des pendules. Le pendule apparaît pas bien. Mais pour mesurer, pour en fait repérer des endroits où on pouvait mesurer la constante terrestre, et puis pour faire ces mesures très précises. Donc Peirce en fait a fait des passages en France, mais assez rapides. Il a fait 5 séjours en Europe, et après son dernier séjour, il redemandait à son chef pour être envoyé en France. Il a fait plusieurs demandes, et puis ça lui a été toujours refusé. En tout cas, voilà, il aimait bien la France, mais la France ne l'a pas aimé tant que ça. Il a envoyé une espèce de bouquet de fleurs à la France dès ses premières conférences, puisque dans les Harvard Lectures de 1865 sur la logique de la science, eh bien, il réserve une conférence complète à la logique française, ce qui est un peu étonnant, ce qui peut paraître un peu démesuré. Le but, l'objet de ces conférences, eh bien, dit-il dans la première conférence, c'est d'étudier le degré et le caractère de la certitude du raisonnement scientifique, et d'autre part, le degré et le caractère de la certitude des premiers principes de la science. Et pour ce faire, eh bien, il étudie Aristote, les philosophes scolastiques, un certain nombre de philosophes anglo-américains, de logiciens et des logiciens français. Et il donne donc une conférence sur la logique selon Waddington, de Rémusat, Gratry et Appelt qui est allemand. Alors il se trouve que cette conférence est perdue. On en a simplement la mention, mais même pas de brouillon. Donc je me suis amusé à essayer de retrouver, d'imaginer ce que pouvait être cette déclaration d'amour perdue à la France, en se plongeant un peu dans les essais de logique de Waddington. Alors que nous dit Waddington? Eh bien, il distingue la logique de Whately, qui est en gros le fondement de la nouvelle logique au XIXe siècle, le redépart de la logique anglo-américaine au XIXe siècle,
dans laquelle Peirce avait fait ses classes. Waddington donc distingue cette logique de Whately de celle de Hamilton, qu'il associe à Kant et au scolastique de manière un peu étonnante, en disant, des deux côtés, on fait du raisonnement ou même de la pensée en général la matière de la science logique, mais les uns veulent que le logicien trace les règles qui doivent conduire l'esprit à la vérité, tandis que les autres prétendent qu'il se retranche dans la théorie et qu'il ne s'inquiète même pas de l'erreur et de la vérité, mais seulement des lois nécessaires qui président à la formation de la pensée, en particulier du raisonnement. Pour les premiers, donc les premiers en fait c'est Whately, la logique est une science essentiellement pratique, et la plupart la définissent volontiers l'art de penser, sans trop se laisser troubler par les difficultés de grammaire que soulève cette expression. Pour les autres, c'est essentiellement une pure théorie, il s'agit des scolastiques, de Kant, de Hamilton, une analyse de la pensée non réelle, mais possible ou formelle. Ils la définissent la science des lois formelles de la pensée. C'est à la dernière opinion que se range Hamilton. Et ça déplaît fortement à Waddington, qui dit « Cette noble science, une fois desséchée par la stérile conception du formel, perd sa forme et sa substance et n'est plus que l'ombre d'elle-même. À sa place, il ne reste qu'une définition pompeuse et un cadre vide. » C'est ce que serait donc la logique si on la considère comme étant formelle et non point psychologique finalement, c'est-à-dire une théorie de l'erreur, théorie du raisonnement. Alors Peirce, lui, va prendre le parti de la logique de type scolastique, de type formel, desséché, stérile, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, puisque il fait une logique du raisonnement, donc les notions d'erreur et de vérité ne sont pas absentes chez lui, donc ce qui est stigmatisé ici, ce serait plutôt la logique de Frege que celle, mais avant la lettre, que celle de Peirce. Donc Peirce ne pouvait pas être tout à fait d'accord avec Waddington, mais il pouvait quand même trouver un élément intéressant tout en récusant la dichotomie. Rémusat, en deuxième temps, a écrit « Sir William Hamilton définit la logique, la science des lois formelles, non du raisonnement, mais de la pensée. » C'est-à-dire que, en fait, Rémusat dit un peu le contraire de Waddington. Il fait de Hamilton un logicien psychologisant. C'est non pas du raisonnement qu'il s'agit, mais de la pensée. Cependant, malgré cette définition qui semble reculer les limites de la science, il l'a réduit à ce qu'on pourrait appeler une procédure de la raison. Enfin, le père Gratry, l'auteur d'une logique, le père Gratry, lui, pouvait être d'intérêt aussi pour Peirce, parce qu'il s'intéresse, en tant que non seulement logicien, mais homme d'église, eh bien, la manière dont on arrive par une espèce d'intuition, une élévation à la vérité. Et il cite Jouffroy qui dit « La science n'a pas encore trouvé le secret, la formule générale de ces jugements prompts, rapides et sûrs que pose le sens commun, comme par instinct. Mais enfin, il les porte, il perçoit obscurément les motifs de les porter, il a une intelligence sourde de ces motifs, ils existent donc, et s'ils existent, il est possible de les apercevoir réellement, de les déterminer. » Donc Gratry, lui, il va être à la recherche de des motifs, des fondements de la capacité que nous avons à faire des jugements qui ont une certaine certitude, alors qu'ils semblent reposer sur le sens commun, sur une intuition tout à fait rapide ou une inférence tout à fait quasi immédiate. Gratry dit, en fait, Gratry a une thèse intéressante qu'il reprend de Appelt, donc l'allemand, le logicien allemand, en disant, pour lui comme pour nous, le procédé qui passe du contingent au nécessaire, des faits aux lois et des effets aux causes, du particulier à l'universel et du fini à l'infini, ce qu'en gros on pourrait appeler l'induction pour Gratry, et probablement quelque chose qui serait à la fois l'induction et l'abduction, ou l'abduction pour Peirce, eh bien, Appelt et Gratry disent « Ce procédé réside dans l'essence même du calcul infinitésimal », qui est une thèse assez surprenante et assez forte, qui consiste à dire, en fait, qu'il y a une intuition de l'importance de la question du continu, de la continuité, qu'il faut régler pour comprendre comment, dans la nature, on peut
faire des sauts, faire justement ce qui la nature ne fait pas de saut, donc faire ces passages immédiats. Plus clairement, dans la bouche de Gratry, il résulte donc de tout ceci deux choses. Premièrement, que dans son application à la science de la nature, le calcul infinitésimal est le propre instrument de l'induction. Deuxièmement, qu'en lui-même et dans son essence, cet admirable instrument est créé par l'application à la géométrie du principal des deux procédés de la raison, celui qui ne déduit pas par voie d'identité, mais s'élance et procède par voie de transcendance. Or, cet universel procédé de transcendance est celui-là même d'où dépendent tous ces jugements essentiels, fondamentaux, que pose le sens commun, comme par instinct. Donc, il y a quand même des déclarations très fortes ici, qui ont pu inspirer Peirce à la fois dans ses travaux sur l'abduction, sur le calcul infinitésimal et la continuité, et sur le lien entre les deux, qui est assez inédit, c'est-à-dire sur l'idée qu'il faut régler le problème de la continuité dans la nature pour comprendre les liens entre les choses, le passage du particulier au général. Alors, mis à part cette conférence sur les logiciens français, eh bien Peirce a fait son expérience avec les philosophes français et ça a été une éducation assez douloureuse, peut-on imaginer, ou assez peu empreinte de succès. Peirce a publié dans la revue philosophique de la France et de l'étranger comment se fixe la croyance et comment rendre nos idées claires, c'est-à-dire les deux premiers articles de Illustrations Series du Popular Science Monthly qui avaient été publiés aux États-Unis un an auparavant, à peu près un an auparavant. Alors, selon les travaux de Gérard de Ledal, il apparaîtrait que Peirce aurait écrit la première conférence lui-même en français, il me semble, et la deuxième aurait été traduite par Léo Seguin. Léo Seguin, qui était un communard en fuite, exilé, et qui enseignait le français à New York, que Peirce avait rencontré là-bas. Ce qui est moins anecdotique, c'est que la traduction de Léo Seguin est absolument calamiteuse, notamment parce qu'il remplace la vision communautaire de la recherche scientifique par un parti pris individualiste. C'est une traduction qui est assez peu fidèle, peu rigoureuse. Et néanmoins, Peirce disait qu'il préférait de loin la version française à la version anglaise, ce qui prouve sans doute qu'il avait un sentiment francophile très fort qui lui faisait peut-être perdre de vue un peu les limites. Et donc, si Peirce était si attaché à la France qu'il publie ses articles dans un journal français en espérant une réception, une diffusion la plus large possible, eh bien, il a été déçu puisque c'est passé à peu près inaperçu. Il y a eu une recension de Paul Tannery qui dit qu'il s'agit de deux articles intéressants et d'une remarquable originalité, mais ça aura assez peu de suite. Dans la réception de Peirce en France, eh bien, il faut mentionner quelqu'un qui lui a fait peut-être un peu de tort, qui est Durkheim, qui a professé un cours en Sorbonne en 1913-1914, qui a été publié sous le titre « Pragmatisme et sociologie », où il dit... Alors, en fait, c'est assez étonnant parce que, visiblement, Durkheim avait lu les articles publiés disponibles de Peirce, il connaissait relativement bien, mais il prend parti pour James Dewey et Schiller, qui sont les vrais pragmatistes selon lui, simplement parce qu'il ne voit pas le lien entre Peirce et le pragmatisme. Ce n'est pas assez pragmatiste pour lui. Peirce n'annonce encore le pragmatisme que d'assez loin. Avec Peirce, le problème de la vérité n'est pas posé, dit Durkheim, ce qui est assez étonnant. Peirce admet avec la théorie classique que la vérité s'impose avec une sorte de fatalité, que l'esprit ne peut pas ne pas s'incliner devant elle. Alors, on peut comprendre que Durkheim soit déçu par une théorie qui serait finalement correspondantiste, qui serait assez classique, où il existe une réalité objective externe. Mais la théorie de Peirce, la théorie de la vérité de Peirce,
n'est pas vraiment celle-là, ou peut-être qu'il y a quelque chose comme un correspondantisme sous-jacent, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, et la théorie de l'enquête et de la vérité comme but ultime de l'enquête et fin et adéquation, enfin identité avec les croyances, une fois l'enquête poussée à son terme, eh bien cette théorie a échappé avec Durkheim, et peut-être probablement pour des raisons de disponibilité des textes. En tout cas, Durkheim conclut du rationalisme de Peirce, c'est tout le contraire du pragmatisme. Donc Peirce, tout le contraire du pragmatisme, ça prouve une certaine incompréhension de ce qu'est le pragmatisme en France à cette époque-là. Alors néanmoins, Peirce est tombé sur quelques bons lecteurs. Lalande, c'est relativement bien connu. Lalande, qui est donc l'auteur du dictionnaire philosophique que tout le monde utilise, qui est donc l'auteur d'un article Pragmatisme dedans, qui est tout à fait juste. L'auteur, bien avant, en 1907, d'un article Pragmatisme et pragmaticisme, où il insiste sur la distinction entre ces deux formes de pragmatisme, où il fait une espèce de ce qu'il appelle défend ma cause, discernere causam meam, peircien. Il va porter secours à Peirce en disant eh bien, que la raison d'être d'au moins une des formes du pragmatisme, celle de Peirce, c'est de dire le roi est tout nu. C'est-à-dire que, eh bien, on va se débarrasser des discours verbeux, du verbiage métaphysique, penser de bonne foi, ne plus chercher pour chercher, vouloir aboutir, et par suite changer le standard de la vérité métaphysique. Voilà l'esprit qui a fait naître cette nouvelle philosophie. Alors, Lalande suggère quelque chose d'intéressant, peut-être un peu maladroit, c'est de corriger l'un des grands moyens d'altération du pragmatisme en traduisant belief par conviction plutôt que croyance, ou même par certitude en un sens purement subjectif. Parce que, effectivement, dans les débats et polémiques françaises de l'époque, le mot croyance faisait invariablement penser à la croyance religieuse, à la foi, ou, dans une moindre mesure, à des degrés de connaissance, alors qu'il n'est pas question de ça, en effet. Et donc, voilà, Lalande propose un amendement lexical qui est pas forcément heureux, mais qui a le mérite de montrer que l'essentiel n'est pas là où on croit, qu'il ne s'agit pas ni de défendre l'Église, ni de vider les chapelles, au contraire. Et il dit, Lalande dit que James accorde beaucoup trop à la croyance, trop par rapport au belief peircien, mais ça, c'est parce que ça pose une question que je soulèverai tout à l'heure, celle de l'unité de la philosophie pragmatiste, notamment de James et celle de Peirce. C'est-à-dire, est-ce que, quand on est pragmatiste, on doit aussi accepter le spiritualisme, par exemple, de James? C'est une question sur laquelle je reviendrai. Alors, André Lalande a été un bon lecteur de Peirce. On a aussi affaire à Louis Couturat, fauché par un taxi en 1914, qui est a priori anti-pragmatiste. Comme le dit Lalande, tout le monde sait que M. Couturat est un adversaire très décidé du pragmatisme, contre lequel il a plusieurs fois parlé ou écrit. Je suis allé voir dans les archives du Collège de France, où il a prononcé sa leçon inaugurale en 1905, et il dit à l'auditoire, comme vous le voyez, messieurs, il n'y avait peut-être pas de femmes, le pragmatisme est le dernier avatar de l'empirisme. Il en pousse à bout, non sans une certaine rigueur logique, les conséquences agnostiques et sceptiques. Le pragmatisme est vraiment un adversaire, une forme d'irrationalisme, selon Couturat. On peut s'étonner d'ailleurs, être un peu perplexe de telles déclarations au Collège de France où Bergson avait fait entrer Couturat, Bergson, grand ami de James, qui fait entrer Couturat, lequel va tenir des propos anti-pragmatistes et anti-bergsoniens, pour te dire,
Couturat, dont j'ai trouvé une lettre à l'administrateur qui dit « M. Bergson a eu pour moi les intentions les plus flatteuses et les plus inattendues ». Peut-être que Bergson les a regrettées par la suite, je ne sais pas. En tout cas, Couturat voit dans le pragmatisme une élasticité étonnante. C'est un véritable proté. Tout ça, ce sont des critiques très communes, en fait, très galvaudées à l'époque. Toutes les doctrines sont possibles. La vérité ne consiste-t-elle pas dans la satisfaction que procure une croyance? Une théorie quelconque est donc vraie du moment que quelqu'un s'en trouve satisfait. Donc, du moment qu'on est content, tout est possible. Et Couturat va jusqu'à dire le primat de l'action et de la vie, eh bien, ces phrases, primat de l'action, primat de la vie, ce sont de solennels non-sens, qui sonnent véritablement comme une déclaration de guerre à Bergson. Alors, malgré tout, malgré cet anti-pragmatisme de façade, mais peut-être anti-pragmatisme contre le pragmatisme français, eh bien, Couturat était un fin connaisseur de Peirce, mais du Peirce logicien. Couturat était un ami de Christine Ladd Franklin, qui était elle-même élève de Peirce. Et Couturat, en tant que disciple, disons, de Russell, partisan de la cause logiciste russellienne, eh bien, était familier de cette distinction entre, d'un côté, l'école de l'algèbre logique initiée par Boole, dans laquelle se rangent De Morgan, Schroeder et Peirce, celle d'un calcul de la raison, en termes leibniziens, distinction donc avec le logicisme de Frege, Peano, Russell, Whitehead, qui espère plutôt élaborer une langue caractéristique, toujours en termes leibniziens, et donc non seulement fonder les mathématiques dans la logique, mais réduire toutes les capacités d'expression des langues du symbolisme mathématique à des propositions logiques dépourvues de recours à l'intuition. Il se trouve néanmoins que cette dichotomie, qui est très connue, qui a été mise à l'honneur par Eisenhoff, eh bien, ne s'applique pas si bien à Peirce, qui est un peu plus louvoyant que cela. Le logicisme, donc le côté Russell-Frege, implique, dit Couturat, une reconstruction logique de toute la mathématique pure au moyen de l'algorithme logique de M. Peano, complété et perfectionné par l'auteur dans le domaine encore neuf de la logique des relations avec un S, logique entrevue par De Morgan, fondée par Charles Sanders Peirce et développée par Schroeder. Si bien que, d'une certaine manière, d'une manière importante, la logique des relations de Peirce s'inscrit également dans le courant logiciste. Couturat avoue que la partie la plus originale et la plus neuve de l'œuvre de M. Russell, celle qui traite des relations, est lointainement inspirée de Leibniz et plus directement inspirée de Peirce. Il y a un article de Irving Annelis de 1995, très fameux sur ça. De là à dire que Peirce est logiciste, c'est exagéré. Il y a eu une mise au point très claire de Susanach et Nathan Hauser en 1993 sur cela. Néanmoins, Couturat insiste sur le fait que Peirce substitue la copule d'inclusion au signe d'égalité, ce qui le ferait en quelque sorte passer du camp des algébristes vers celui des logicistes. Alors, après ces quelques amourettes, Peirce a quand même connu une lune de miel, deux belles barbes qui se rencontrent. C'est avec Hugh McColl qu'il a connu l'entente peut-être la plus parfaite. McColl et Peirce ont tous les deux inventé indépendamment, pourrait-on dire, la logique propositionnelle, au sens où la quantification ne portait pas sur la proposition avant eux, et cela se fait, alors pour Peirce, et pour McColl, ça s'exprime plus dans des discours sur la logique où
pardon, je ne l'ai pas ici, j'avais une citation, où il insiste sur le fait que le noyau de la recherche logique doit être la proposition pour elle-même, et non pas des classes, par exemple, ou des termes. Alors McCall et Peirce se rencontrent à Boulogne-sur-Mer, là où vivait McCall, qui est écossais d'origine. Ils se rencontrent en 1883 lors du dernier voyage de Peirce, tout juste marié, avec Juliette. Et c'est en fait la lune de miel de Juliette et Peirce. Ils vont en Europe et la première escale qu'ils font, eh bien, c'est pour aller parler de logique propositionnelle. Il se trouve que après cette rencontre en 1883 et jusqu'en 1896, pendant plus de 10 ans, donc après avoir rencontré Peirce, McCall n'a plus rien écrit et plus rien produit. Je ne sais pas si ça s'est mal passé. Il y a eu quelque chose. Ou alors ce n'était pas lié à Peirce, mais en tout cas, il y a un mystère à ce niveau-là. En tout cas, la question reste ouverte de savoir si McCall et Peirce défendent véritablement le même type de logique ou s'il n'y a pas eu un malentendu sur ce point-là aussi. Schroeder, par exemple, considère comme une entreprise unifiée ce qu'il appelle la McCall-Peirce'sche Aussagenlogik, donc la logique de la proposition, des propositions, logique propositionnelle. McCall, en revanche, après 1896, quand il reprend ses activités logiques, eh bien, se désolidarise complètement de Peirce en disant « Voilà, j'ai semblé être un booléen dans la première partie de ma carrière, mais en fait, je suis tout à fait autre chose que cela, je suis passé à une logique des relations. Il se trouve qu'entre-temps, Peirce lui aussi était passé à une logique des relations tout à fait différente des amendements qu'il faisait à la logique booléenne, de sorte que finalement, ils avaient évolué ensemble. McCall orthographiait systématiquement le nom de Peirce incorrectement, et Peirce faisait de même avec McCall. Conclusion provisoire. James, Schiller, Dewey sont considérés en France comme les vrais pragmatistes, davantage que Peirce. Alors ça vaut pour disons, la première moitié du XXe siècle. Le pragmatisme est d'abord une théorie de l'action et ensuite, assez rapidement, une théorie de la vérité, considérée comme identique à l'utilité. Le pragmatisme est apprécié en fonction d'idéologies françaises, droite-gauche par exemple, la crise du modernisme qui a été supprimée qui a été interdit par Pie X en 1907, il me semble, et donc qui a porté un coup fatal au courant pragmatiste moderniste, anticléricalisme, darwinisme, etc. Et Peirce, quant à lui, eh bien, il est morcelé, c'est-à-dire qu'il est considéré comme étant à peine un pragmatiste ou comme le grand-père du pragmatisme. Quand il est en France, il y est en tant qu'ingénieur, il va faire swinger ses petits pendules. Et quand il est lu, véritablement, eh bien, c'est surtout pour sa logique. Donc il n'y a pas une image cohérente de quelqu'un qui serait un pragmatiste peircien. Ma troisième partie sera assez rapide. Je vais me concentrer sur en fait, la question de la continuité chez Peirce et chez James pour montrer ce qui a pu apporter l'adhésion, emporter l'adhésion pour l'un ou pour l'autre en France, puisque c'est comme Jules et Jim, il faut choisir, on ne peut pas tout avoir. Alors, pour un flirt avec Renouvier, eh bien, James ferait presque n'importe quoi, et Peirce n'était pas du tout ne partageait pas ces inclinations-là. Il faut savoir que Renouvier était le directeur le journal Critique philosophique, et ce n'était peut-être pas indifférent à ces déclarations du genre « Je ne peux pas laisser échapper cette occasion de vous dire toute l'admiration et la reconnaissance que m'a inspiré la lecture de vos essais, ces critiques,
Ou encore, j'avais écrit un autre paragraphe de pur éloge de vos pouvoirs que l'éditeur a supprimé à mon grand regret faute d'espace. Je n'ai pas besoin de vous répéter la reconnaissance que j'éprouve pour tout ce que j'ai appris de vos admirables écrits, etc. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Renouvier? Parce que c'est un personnage important dont je n'ai pas encore parlé maintenant, qui était proche de James. Et James a un peu fait l'entremetteur pour Peirce auprès de Renouvier, mais ça n'a pas pris. Il est des jours où Cupidon s'en fout, pour rester dans la chanson. Peirce se souvient bien, a lu Renouvier, se souvient bien de certains points de son essai de philosophie critique. La philosophie, selon Peirce, a besoin de deux types de vocabulaire. Un vocabulaire technique, précis, et puis un vocabulaire vague pour identifier les idées vagues de la vie quotidienne, dit-il. Le vague dans le langage est extrêmement important. Et la tâche de la philosophie consistera en fait et de la philosophie pragmaticiste, c'est un des sens de la maxime pragmaticiste, c'est d'effectuer le passage du vocabulaire vague vers le vocabulaire précis, technique. Et Peirce dit, si ma mémoire est bonne, Renouvier, au début de son essai de philosophie critique, fait des remarques similaires sur la double nature du vocabulaire de la philosophie. Donc, il retient un point relativement mineur, semble-t-il, qui est important chez Peirce, puisque ça implique toute une éthique de la terminologie. Renouvier, c'est le grand kantien en France à la fin du XIXe siècle. Donc Peirce s'entend avec lui sur fond de kantisme. Ils ont aussi des conceptions assez proches. Là, c'est plutôt un Renouvier leibnizien qui défend une théorie de la création continuée ou continue, qui va dans le sens de l'idée peircienne d'une diversification constante, d'une variété croissante dans la nature. Il se trouve également, c'est anecdotique, que dans la controverse entre Abbott et Royce, Renouvier a pris la défense d'Abbott comme Peirce contre James qui défendait Royce. Une controverse sans intérêt sur une histoire de plagiat. Voilà, donc ce sont des petits points qui rapprochent Renouvier de Peirce. Plus précisément, les essais de critique générale de Renouvier ont été lus par Peirce. Il en parle dans les nouveaux éléments de mathématiques. Mais il en parle pour une raison qui est intéressante, mais qui est très étonnante. C'est, en fait, il fait un long développement sur le principe du nombre. Le principe du nombre, qui est une sorte de principe de Renouvier, qui est un principe mis en avant par Renouvier, en tout cas, qui est celui selon lequel un tout donné est toujours nombré. On peut toujours dénombrer ce qu'il y a dans un tout. En conséquence, l'espace, le temps, la matière, le mouvement ne peuvent être posés en soi sans impliquer la notion contradictoire d'une infinité actuelle de parties. C'est le problème du continu, le problème de Zénon, d'Achille et la tortue. Et en fait, c'est sur ce problème que Peirce va s'arrêter. En fait, le principe du nombre, comme l'appelle Renouvier, n'est pas du tout nouveau ni inconnu dans l'histoire de la philosophie. Jean Largeau rappelle dans Intuitionnisme et théorie de la démonstration que la maxime « tout nombre est nombrable » vient en fait d'Aristote et qu'elle se trouve notamment chez Hobbes. Omnis numerus finitus est, c'est-à-dire tout nombre est fini finalement. Donc de manière un peu différente chez Hobbes. Mais voilà, c'est une maxime qui n'est pas propre à Renouvier, mais qui est plutôt quelque chose qui est un des grands enjeux de la philosophie. Et alors là, vous avez une lettre de Peirce à William James qui lui dit qu'il vient de commencer à lire Renouvier, qu'ils sont tous les deux kantiens, donc ça va, il le comprend. Mais surtout, il veut s'intéresser au principe du nombre, donc principe selon lequel une collection non numérable serait absurde.
L'idée d'une collection qu'on ne pourrait pas dénombrer, indénombrable, serait absurde. Il dit que c'est auto-contradictoire. Et en fait, Peirce va s'attacher à démontrer que ce n'est pas absurde et que ce n'est pas auto-contradictoire dans une lettre qui fait des dizaines et des dizaines de pages. Vous avez juste quelques exemples de calculs. Mon but n'est pas ici de m'attacher aux détails des calculs, mais de montrer comment Peirce lit un auteur, et en l'occurrence un auteur français. Il le lit en logicien. Et je pense que cette question de la continuité mathématique et du continu, de la conception du continu, est fondamentale pour Peirce, pour la manière dont Peirce comprend les pragmatistes et pour la manière dont la France a reçu le pragmatisme. C'est-à-dire qu'en un sens, toute la philosophie de Peirce repose sur le problème du continu. La philosophie de William James aussi, tout est continu, une espèce de flux permanent qui est aussi le flux vital de Bergson. Et ce sont deux conceptions d'un même problème qui sont antithétiques. Et c'est un peu sur ce critère que s'est fait le choix, il me semble. Donc je vais aller assez vite sur ça. Le paradoxe de Zénon, la discussion de Cantor et de Dedekind et tout ça, sont des questions qui ont été abordées par Peirce d'un point de vue mathématique et logique pour élaborer ce qu'il appelle le synéchisme, c'est-à-dire la théorie du tout, de l'ensemble, Suné, ou plus exactement du continu, de la continuité. Et Peirce lui-même constate que sur ce point-là, eh bien, il ne peut pas s'entendre avec James parce que leur approche est différente. Et il dit, du fait de son incapacité presque inégalable pour la pensée mathématique, combinée à une intense haine de la logique, sans doute à cause de son pédantisme et de son insistance sur l'exactitude extrême, la gêne de ces formulations barbares, c'est celle de William James. Il est en train de parler de William James. La gêne de ces formulations barbares, etc., a fait de lui une victime facile de Zénon et d'Achille. James est tombé dans le panneau, il s'est embrouillé avec le problème de la continuité parce qu'il il n'avait pas les moyens mathématiques et logiques pour régler le problème. Alors, par ailleurs, c'est un texte qui a été écrit après la mort de James, et donc il lui rend quand même hommage. Il critique la conception de Dedekind, et il dit « Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec James contre la théorie de Dedekind ». Simplement, lui, il est d'accord parce qu'il a réfuté Dedekind. James n'était pas d'accord avec Dedekind parce qu'il ne l'avait pas compris, tout simplement. Ce qui fait une petite différence. Alors, James, lui, a une approche de la continuité fondée sur, beaucoup plus psychologique, fondée sur l'introspection, vieille méthode d'introspection qui converge avec la durée bergsonienne. Je passe un petit peu tout ça. Le problème étant que la position de James est plus délicate encore que celle de Bergson, pour la raison que, pour dire les choses de manière très schématique et partielle, Peirce a une approche logique du continu, Bergson une approche métaphysique et James une approche psychologique. Mais il est plus facile sur ce point-là d'être métaphysicien que psychologue parce que si l'on est métaphysicien, on garde quand même quelque chose de la réalité. On a quelque chose d'objectif. James court le risque du subjectivisme relativiste. Et ça, c'est une objection que Bergson lui-même fait à James. Comment y répondre ? Eh bien, Bergson dit qu'il y a des routes inscrites dans la réalité elle-même que les vérités senties peuvent rendre visibles dans l'expérience. C'est-à-dire que, certes, nous inventons des vérités, selon Bergson, dans l'interprétation bergsonienne de James, nous inventons des vérités, mais ces routes peuvent être toutefois, tout de même, malgré tout, inscrites dans l'expérience. Et il prend l'image du bateau à moteur et du bateau à voile. Le bateau à moteur sur la rivière crée des routes. Ce sont des créations humaines, de même que nous pouvons créer des vérités humaines. Mais il y a aussi le bateau à voile qui, lui, suit le courant naturel, qui suit le vent. C'est-à-dire que
nous pouvons suivre certaines directions qui sont vraiment inscrites dans la nature. En fait, Bergson essaie de remettre James dans la nature, dans quelque chose de naturalisant, de plus objectif. Parmi les routes que trace la vérité, il en est, dit Bergson, dont la direction est marquée par la réalité même, il en est qui correspondent, si l'on peut dire, à des courants de réalité. Et je pense que l'expression est fondamentale, correspondent, si l'on peut dire, parce qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire que tout l'intérêt du pragmatisme, selon Bergson, consiste dans l'abandon de la théorie correspondantiste. Et là, il est obligé de la récupérer. Donc, en fait, Bergson, en essayant de sauver son ami James, eh bien, fait s'effondrer totalement son interprétation du pragmatisme. Il dit « Nous définissons d'ordinaire le vrai par sa conformité à ce qui existe déjà. James le définit par sa relation à ce qui n'existe pas encore. » Là, c'est l'éloge de James comme étant le fondateur d'une théorie nouvelle de la vérité qui n'est pas suspendue à la correspondance. Le vrai, selon William James, ne copie pas quelque chose qui a été ou qui est. Il annonce ce qui sera, ou plutôt il prépare notre action sur ce qui va être. La philosophie a une tendance naturelle à vouloir que la vérité regarde en arrière. Pour James, elle regarde en avant. Malgré cela, eh bien, Bergson est obligé de vider le pragmatisme du sens qui était le sien, celui d'un refus de la correspondance, comme je l'ai montré et comme l'a montré Stéphane Madelrieux, parmi d'autres, à qui j'ai déjà fait référence. On peut donc s'interroger sur la nécessité du lien entre le pragmatisme et quelque chose comme une métaphysique, puisque Bergson semble malgré tout s'en sortir mieux que James grâce à sa métaphysique. Eh bien, une des choses qui est tout à fait vraie dans ce que dit Bergson, c'est que il y a une décision, peut-être en amont du pragmatisme, à prendre sur la nature de la réalité, sur la réalité du général. Et c'est cette décision que James ne prend pas, que Bergson prend dans un sens nominaliste. De quoi, dit-il, alors il dit, de quoi la vérité, la chaleur dilate les corps, est-elle la copie? Il essaie de montrer qu'une proposition générale ne peut correspondre à rien dans la réalité. Une vérité qui s'applique à tous les corps, sans concerner spécialement aucun de ceux que j'ai vus, ne copie rien, ne reproduit rien. Nous voulons cependant qu'elle copie quelque chose, et de tout temps, la philosophie a cherché à nous donner satisfaction sur ce point. Donc, Bergson, face à l'impossibilité qu'il y ait une correspondance entre des vérités générales et des faits généraux, se range du côté du nominalisme. Et peut-être que là, c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a quand même vu qu'il y avait une décision métaphysique préalable à ce choix du pragmatisme, à l'interprétation qu'on va donner par la suite à la nature de la vérité et de ce qu'est un concept dans le pragmatisme. Ce qui pose la question de l'importance finalement du pragmatisme dans un système philosophique. Est-ce que pour Peirce et pour James, le pragmatisme est quelque chose de fondamental, d'accessoire? Est-ce que c'est le tout de leur philosophie? Eh bien, Peirce écrivait à James en 1905 « Le pragmatisme est pour moi un trait relativement peu important de ma logique. » Alors, ça peut être interprété de plusieurs façons, mais on peut comprendre cela comme voulant dire que le pragmatisme est peu important par rapport à la logique. C'est une espèce de concession que Peirce ferait parce que le pragmatisme est important pour lui, évidemment, mais ce serait un rappel à William James en disant, voilà, ce qui est fondamental, c'est quand même la logique. C'est ce qu'il appelle dans un autre texte un tribut à Cerbère, c'est-à-dire une petite pièce, il fait une concession, il donne une petite pièce pour mieux faire avaler le reste. Il dit d'accord, on met le pragmatisme de côté. On appellerait ça faire gober la pilule, peut-être, plutôt que donner un tribut à Cerbère. Et Bergson pensait la même chose de James en disant « On est sûr de faire fausse route si l'on parle du pragmatisme avant de vous avoir lu intégralement. »
parce que le pragmatisme n'est pas le tout de la philosophie de William James. Et le tout de la philosophie de William James serait compris avec, en plus du pragmatisme, eh bien, le pluralisme et le spiritualisme. Alors, je ne parlerai pas du pluralisme comme j'avais prévu de le faire. La thèse de James, c'est que la réalité est surabondante, elle est en excès, et qu'il faut, en quelque sorte, dans les termes de Bergson, une nouvelle fois, mettre en correspondance le plus qu'il ne faut qui est dans la nature, des choses surabondantes, pas d'ordre, pas de clôture, mettre en correspondance le plus qu'il ne faut de la nature avec le juste ce qu'il faut du pragmatisme, c'est-à-dire est vrai, ce dont j'ai besoin, ce qui m'est utile, ce qu'il me faut et rien de plus. Ce serait en gros l'articulation de la philosophie de James, le pluralisme avec le pragmatisme, le plus qu'il ne faut avec le juste ce qu'il faut. Quant à Peirce, eh bien, ce pluralisme a une espèce d'équivalent, de même que le synéchisme et la théorie de la continuité, eh bien, le tikisme et la théorie du hasard et de l'indétermination et James lui-même eh bien, a appelé sa théorie de l'indétermination un tikisme. Il se trouve que c'était pour des raisons assez différentes et que James était plus proche d'un Boutroux dont il était très ami, Émile Boutroux, qui considérait que les lois de la nature étaient contingentes. James disait de Boutroux, je le trouve très sympathico, c'est un véritable ange. Quant à Peirce, lui, il ne trouvait pas du tout Boutroux angélique parce qu'il avait une conception de l'indétermination qui était assez proche, mais justement suffisamment proche pour être confondue. Et en fait, la conception de l'indétermination peircienne consiste en fait à, en deux mots, à expliquer en quoi les habitudes qui créent des régularités, qui figent les choses, le retour du même, eh bien, peut être concilié avec un principe aléatoire, un principe de désordre, notamment la deuxième loi de la thermodynamique sur laquelle Peirce s'est penché. Comment ça pouvait s'articuler. Voilà, donc cette dernière partie consistait à montrer que, à travers l'idée de la continuité, on retrouve les thèmes de l'action, de l'habitude, de l'indétermination, qui sont traités de manière radicalement différente chez James et chez Peirce, d'une manière qui est fondamentalement logique ou dans laquelle il faut passer par la logique, par les mathématiques, chez Peirce. Et il me semble, c'est ma conclusion tout à fait modeste, qui n'a rien de spectaculaire, qu'en France, par la suite, il y a eu véritablement deux postérités du pragmatisme, l'une influencée par les philosophes, disons, de la vie, type bergsonien, et puis l'autre mettant la logique à la base de la philosophie, ce que William James a refusé de faire, et ce qu'il a donc nettement séparé du pragmatisme peircien, qui a été en revanche adopté par Lalande, et puis de manière beaucoup plus récente, par des gens qui l'ont réintroduit en France, à savoir principalement en premier Gilles Gaston Granger, et puis par la suite Jacques Bouvresse. Et finalement, Madame Tirsola. Voilà. J'ai fini. Je vais peut-être quand même faire quelques petites remarques avant de laisser la discussion.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie, c'était très riche, il y avait beaucoup de choses, certaines des lettres que vous avez recherchées, là je ne les connaissais pas, c'est tout à fait intéressant. Vraiment des choses à fouiller, surfouiller, et le pragmatisme, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses encore à creuser, et à mon avis, en fouillant un petit peu d'ailleurs dans les manuscrits du collège, on doit trouver des choses tout à fait passionnantes. Bon. Juste quelques remarques, si vous voulez. Bon, vous avez analysé la réception du pragmatisme en France en partant du début, n'est-ce pas, des origines. Et c'est vrai que vous vous êtes arrêté à un certain moment, qui n'est pas si récent que ça, finalement, quand même, non plus. Granger, c'est pas tout jeune, moi-même. Bon, donc il y a eu après, quand même, en France, dans les années 70, une réception quand même assez importante et un peu différente. Or, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que c'est pas étonnant, si vous voulez, que la réception en France, dans les années, au début du XXe siècle, se soit organisée de cette manière. Parce que, tout simplement, les écrits de Peirce n'étaient absolument pas connus. Il a même fallu attendre la fin des années, presque les années 40 aux États-Unis, pour qu'il y ait une édition de ses œuvres. Donc comment voulez-vous, alors que quelqu'un qui est le plus grand philosophe américain n'est même pas connu chez lui, comment voudriez-vous qu'il ait pu être reçu ici? Bon. Donc il y a une première quand même chose de base qu'il faut bien indiquer pour évaluer en quoi consiste la réception, c'est que Peirce, il n'est rien jusqu'aux années 40. On est bon. À la limite, il est plus chez nous parce que ses textes majeurs sont publiés dans la revue philosophique. Vous voyez? Bon. Donc, paradoxalement, justement, les textes majeurs sont publiés par lui plutôt que par Peirce, par James. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez, il faut quand même aussi introduire une sorte de variation, si vous voulez, dans la réception même des auteurs, ici et là, à partir du moment où leurs écrits ont été disponibles. Vous voyez? Bon, donc, alors, je pense donc que la réception, pour évaluer quel type de réception il y a pu avoir au moment dont vous parlez, il faut voir, bon, James, il était dans le cursus universitaire, très classique, Peirce, il n'avait aucune position. C'était un clochard, bon, ou quand il se baladait, il avait juste l'étiquette, en effet, du type qui balance son pendule, comme vous disiez, n'est-ce pas? Bon, donc c'est vrai que c'était un savant de métier, ça n'avait rien. Bon, c'est James qui s'arrangeait pour lui trouver de temps en temps quelques conférences à faire, de ci, de là, pour qu'il gagne sa vie. Hein. Bon, et il rédigeait des articles de dictionnaire, etc. Bon, mais ça n'était rien institutionnellement. Donc, vous imaginez bien comment, bien qu'il ait écrit dans la revue philosophique, à la limite, ce qui est quand même pas rien, n'est-ce pas? Bon, il n'avait évidemment aucune espèce d'audience dans les cénacles français. Vous comprenez, c'était un renégat. Bon. Donc ça, c'est quand même un point important et qui le rend, à mon avis, d'ailleurs, éminemment sympathique du début jusqu'à la fin. Bon. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est bon, le pragmatisme en France. Mais quelle France? Parce que la France que vous avez décrite, même si j'en m'en tiens à votre datation, c'est une France qui est quand même, où se passe pas mal de conflits intellectuels importants. Et les éléments, même brièvement, que vous avez rappelés, en disent long sur le climat d'hostilité avancée qu'il y a entre ce qu'on pourrait appeler, grosso modo, justement, toute une frange rationaliste et une frange irrationaliste. Donc l'opposition, c'est pas tellement, si vous voulez, entre Peirce et James au départ même, mais en France aussi. Comment est-ce que, au fond, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon. Et vous avez en effet des gens comme Couturat, Renouvier, dont je vous ai parlé, qui sont complètement hostiles à tout ce qui peut être une représentation de la pensée comme faisant l'éloge de la vie. Et pas tellement, c'est pas une question d'être pour la logique. Je crois que là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense pas que c'est pas une question. C'est beaucoup. L'opposition, elle est vraiment entre qui prône le rationalisme et qui est un irrationaliste. Or, ce clivage-là, il est présent en France à cette époque-là et il continue d'être présent aujourd'hui. Parce que, pourquoi est-ce que je dis que ça ne peut pas être la logique? Tout simplement pour une raison que vous avez d'ailleurs vous-même indiquée, c'est que
et dont j'ai parlé un petit peu la dernière fois, c'est que la logique chez Peirce, elle est quand même très très particulière. Elle n'est jamais distinguée de la psychologie expérimentale. Donc opposer James et Peirce comme le logicien et le psychologue, vous savez aussi bien que moi, c'est pas du tout évident, puisque justement il y a toute une conception des relations entre logique et psychologie chez Peirce qui est au moins aussi riche. Parce qu'il y a la logique en plus, justement, qu'elle ne l'est chez William James, n'est-ce pas? Bon, y compris dans sa théorie de l'émotion, où il y a des points, justement, sur lesquels on peut voir qu'il y a des relations tout à fait évidentes à creuser avec Ravesson, Maine de Biran, et aussi, de façon générale, avec justement le courant que vous avez évoqué en parlant de Geoffroy, c'est-à-dire tout ce qui est important à cette époque-là en France, c'est-à-dire tout l'héritage de la philosophie écossaise du sens commun. Voyez. Or, c'est vrai que si Peirce avait été un peu plus connu, il est évident qu'il aurait été à l'aise dans ses baskets, et de façon extraordinaire dans tout un pan, si vous voulez, de la tradition rationaliste française. Bon, les Couturat, les Renouvier. Renouvier, c'est aussi celui qui a écrit les dilemmes de la métaphysique pure. Bon, donc c'est pas étonnant si Peirce, cela lui évoque it rings a bell, comme on dit, n'est-ce pas? Bon, parce que chez Renouvier, c'est pas seulement le kantisme, c'est aussi quelqu'un qui a une conception foncièrement rationaliste et ample de la philosophie, n'est-ce pas? Qui se limite pas justement à la logique mais qui veut déjà réfléchir à l'ancrage métaphysique de la logique, etc. Vous voyez, bon, et montrer comment le criticisme kantien peut, d'une certaine manière, être réexploité. Donc, vous voyez, il y a tout ce courant, en fait, en France, à cette époque-là, qui est quand même très, 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 très vif, et qui s'oppose déjà à tout le courant bergsonien. Bon, ça, il faudrait revenir de très près sur toute cette histoire du rationalisme français au début du XXe siècle, mais c'est très très important pour comprendre. Vous voyez, donc il y a ça, et puis il y a le fait que on voit pas comment il y aurait pu avoir d'autres pragmatismes que James ou que un peu les Italiens, parce que c'était les seuls qui ouvraient le bec. Vous comprenez? Bon, et qui étaient dans les salons, dans les universités, dans les cercles, ceci, machin chose. Voilà. Bon, ça continue d'ailleurs. Bon. Donc, pas seulement, mais enfin, c'est quand même ça, hein, bon, qui fait la vie intellectuelle dans ce pays. Bon. Donc, vous voyez, donc il y a presque aussi une analyse des passions françaises à étudier pour comprendre la réception du pragmatisme en France. Vous voyez. Mais pour c'est vrai que la leçon inaugurale de Couturat vous donne complètement raison, et en fait, elle porte sur le rationalisme, et les ennemis qu'il distingue, si je me souviens bien, ce sont le psychologisme, le sociologisme, ce qu'il appelle le sociologisme, le moralisme et le pragmatisme, et voilà, il conclut en expliquant que ce qu'il faut avant tout faire, c'est remettre la raison, la restituer dans ses droits. Et ce qui est peut-être amusant, c'est que, je n'ai pas la citation précise en tête, mais Peirce, lui, se disait hostile au rationalisme. Mais simplement, c'est le rationalisme au sens de la méthode, oui, de la méthode a priori. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, oui. Non, mais c'est pour ça que les termes... Bon, alors, juste un dernier point, et puis on lance la discussion. Ce que vous disiez aussi sur le Bergson et James, je ne suis pas sûre, si vous voulez, que vous puissiez... Vous êtes un peu sévère à l'égard de William James. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, beaucoup plus quand même. C'est quand même un très grand, et je pense que vous ne pouvez pas non plus le présenter uniquement comme un psychologue, si vous voulez, parce que quand vous prenez les essais sur l'empirisme radical, vous avez là la réponse qui pourrait coller parfaitement avec l'objection que lui fait Bergson, où il s'agit bien de montrer que les essais quand même sur l'empirisme radical sont une manière de réinjecter, si j'ose dire, du réalisme dans une conception subjectiviste, puisque l'idée, c'est de montrer vraiment que, bon, bien sûr, l'absurdité de la théorie de la vérité jamesienne, elle est là. Bon, mais comme Putnam l'a très bien montré dans son papier sur Peirce, c'est la théorie de la vérité, et j'en ai beaucoup parlé moi aussi, il y a quand même tout cet aspect chez William James de l'idée selon laquelle, n'est-ce pas, nos pensées doivent être en accord, pas correspondre, mais être en accord avec le réel. Voyez, et donc il y a justement toute une espèce de défense du réalisme direct dans les essais sur l'empirisme radical qui nuance quand même singulièrement et qui montre que d'ailleurs l'objection que fait Bergson, en un sens, il y répond dans ces textes-là. Bon.
Enfin, bon, peut-être que je vais m'arrêter là pour que nous puissions lancer la discussion. Voilà, merci encore.